Bonjour à tous. On va vous occuper 50 minutes avant la pause déjeuner. On va essayer de faire ça de manière à ce que vous ne vous endormiez pas, que ce soit intéressant, que ce soit vivant. Merci à vous d'être venus. Aujourd'hui, le but de cet atelier, de cette conférence, c'est de repositionner le centre de contact à un centre de croissance. Vous expliquer comment, vous expliquer quelles sont les capacités de Taldesk qui permettent de réaliser ces efforts, mais également d'avoir à côté de moi Frédéric Mitève, Frédéric Habert, Johan Lecornet qui vont nous offrir un témoignage client avec 2 cas d'implémentation réussis grâce aux solutions Taldesk. Ok, on rappelle les intervenants que je viens de citer. Acemis représenté par Frédéric Mitève, Frédéric Habert, responsable des channels et des partenaires en France chez Taldesk, Johan Lecornet, cofondateur d'Evomunio. Bref, snapshot sur la société Taldesk. Qui nous sommes en quelques mots, tout simplement. Éditeur de logiciels, spécialisé dans la relation client, les centres de contact, créer des expériences, vous permettre d'avoir de l'innovation et avoir une société qui aujourd'hui est un marqueur fort sur le marché. 50% de nos employés aujourd'hui travaillent en R&D. C'est un marqueur fort, ce qui veut dire que 50% des ressources qui sont employées chez Taldesk travaillent dans de l'innovation. Et on verra comment l'innovation apporte aux solutions Taldesk et surtout apporte à vos clients de meilleures expériences. Notre présence, 95 pays aujourd'hui. Nous avons ouvert la filiale française il y a maintenant 17 mois. 17 mois, qu'est-ce que ça représente chez Taldesk? 17 CDI créés et 17 forces commerciales, techniques, implémentations présentes en France sur le marché pour vous accompagner. Peu fiers de cela, nous sommes présents au Magic Quadrant du Gartner, ce qui nous donne une certaine légitimité en termes de solutions innovantes sur le marché et en termes d'expérience client également. Un centre de contact à un centre de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, le coût le plus important, et ça on le sait depuis la nuit des temps, le coût le plus important sur un centre de contact, c'est bien entendu l'humain. L'humain a beaucoup de prérogatives à tenir dans son métier d'aujourd'hui. Il doit répondre aux interactions, il doit répondre au téléphone, il doit à la fois sourire, fournir des informations pertinentes, être précis, et en plus, lorsque la personne qui vous a contacté raccroche, cette personne doit être enchantée. Elle doit se dire, j'ai parlé à la bonne personne, elle m'a bien renseigné, elle m'a donné des détails que je ne connaissais pas, et en plus, moi, quand je raccroche, je vais sur un site web, j'attends l'enquête de satisfaction et je note. C'est effectivement ce qui se passe tous les jours. Que je parle à Fnac Darty, que je parle à Leroy Merlin, que je parle à une banque, à une assurance, à un opérateur télécom, bien souvent, à la fin d'une conversation téléphonique, « Monsieur Labanne, est-ce que vous pouvez rester en ligne 1 minute? Vous avez été super sympa. Est-ce que je vous ai bien renseigné? Oui, madame. Est-ce que vous avez trouvé mon travail pertinent? Bien entendu. Vous pouvez me noter? C'est important pour le téléconseiller d'être bien noté. Pourquoi c'est important? Entre les appels de cadence qu'on peut recevoir et qui peuvent perturber notre travail tous les jours. Je ne les répète pas, les appels répétitifs pour nous vendre des produits. On y est tous confrontés. Maintenant, ces gens-là, ils ont quand même une fonction et un métier. On se doit aussi de les respecter quand ils nous appellent. Et quand on n'est pas disponible, c'est pas juste « Ah non, vous m'ennuyez, je raccroche ». Prenons le temps, nous aussi, en tant que consommateurs, de dire les choses. C'est pas le bon moment. Rappelez-moi un autre moment. Et les questions sont super simples. À quel moment je peux vous déranger? Le soir, le matin, l'après-midi, etc., etc. Qu'est-ce que vous mesurez, vous, aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est important pour vous? La satisfaction des employés, c'est le facteur de coût le plus important sur votre centre. Vous passez du temps à le former, vous passez du temps à l'éduquer, vous passez du temps à lui donner des messages clés à délivrer à vos interlocuteurs. S'il part, ça gâche votre vie, ça gâche votre relation, et c'est du temps perdu pour vous. Et le temps, on le sait tous, c'est de l'argent. Désolé. Le téléconseiller, lorsqu'on est dans un centre de croissance, et c'est vraiment le point le plus important pour moi, c'est que le centre d'appel aujourd'hui,
c'est vraiment la pierre angulaire et le passage obligé des consommateurs pour parler à une marque. Vous appelez un numéro, vous contactez par un canal, que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter, vous avez un humain derrière vous qui est en relation avec vous et il faut l'utiliser pour se rendre compte de l'efficacité de ses produits, du service que vous proposez, de mesurer l'indice de satisfaction, d'obtenir son feedback, très important. Ce qui vous intéresse également, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi? On vous appelle, vous voulez transformer des prospects en clients. C'est bien ça le but du jeu. Vous voulez les capter à un moment précis et pendant longtemps. La profitabilité, pour vous, elle est importante aussi sur ce centre de relations clients. Et c'est des points que vous souhaitez mettre en avant tous les jours et que vous mesurez avec des KPI également. Alors, on va générer du revenu. C'est comme ça qu'on va mesurer l'impact d'un centre de croissance. Clairement, votre centre de contact, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il génère du revenu, ou en tout cas qu'il génère une qualité de service excellente pour que la marque en bénéficie et pour qu'on se rappelle de vous. C'est une manière également d'impacter les personnes avec lesquelles vous êtes en relation tous les jours. La fidélisation, le deuxième point le plus important pour vous, une fois que le client est chez vous, comment faire en sorte pour qu'il ne clique pas sur ce bouton « se désabonner, partir ». Depuis plusieurs années, je me rends compte que beaucoup d'acteurs sur le marché ont fait des efforts. On n'attend plus, et là c'est vous les experts plutôt que moi, on n'attend plus que le client se désabonne. On anticipe, on regarde son profil de consommation, on regarde si son téléphone portable arrive à expiration, on regarde si son forfait est toujours compétitif par rapport au marché. Orange le fait, Bouygues Télécom le fait, Free le fait. Je parle juste de marques connues qui vont marquer vos esprits, mais à quel moment, un moment donné dans votre vie, ne vous a-t-on pas appelé pour vous dire « Attention, notre offre aujourd'hui vient de baisser, nous souhaitons vous en faire profiter ». Ceux-là, je les salue parce que ceux-là s'intéressent vraiment à leurs clients et font en sorte qu'ils restent chez nous. Pas « Non, je souhaite partir ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est trop tard déjà. On souhaite déjà partir, on souhaite nous quitter. Mettons en avant des choses qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et comment on fait ça? Il n'y a pas de magie. On a de la data. Vous avez tous de la donnée. La donnée est stockée quelque part dans vos CRM. Quelque part, on connaît le profil du client. On sait qu'il est client à partir de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Il a une date de naissance dans votre entreprise. On est d'accord? À partir de ces données, vous pouvez proactivement faire profiter un service d'une cellule d'appel sortant, d'une cellule qui va pousser du SMS pour dire « Monsieur, nous avons une nouvelle offre à vous donner aujourd'hui ». Et voilà comment cette fidélisation et cet engagement peut se faire. L'amélioration de la réputation et de la marque. Encore une fois, on repasse toujours par la case départ. Qui est en face des gens à qui vous parlez? Un humain. Un humain qui a des bras, des mains, un cerveau, qui sait vous parler, qui connaît son produit et qui peut vous donner une qualité indéniable. Et à quel moment on se dit qu'on peut vraiment garder un client? C'est pas quand tout va bien, c'est quand on a un problème et qu'on doit appeler le SAV. Et là, combien d'entre vous ont appelé un SAV en posant des questions précises? Ça ne marche pas. Donnez-moi la marque de l'appareil, donnez-moi son numéro de série, donnez-moi son modèle. Quels sont les symptômes? Attendez, je vais vous guider. Proactivement, on prend en charge l'appel, on le traite bien, on le résout. On envoie la pièce détachée, on explique que c'est simple à monter, on envoie un colis, mettez-nous votre article dans votre colis, on le répare, on vous le renvoie. Le SAV est vraiment la porte d'entrée d'une réputation sur une marque. Moi, quand j'achète une marque aujourd'hui, et je ne vais pas en citer parce que je ne vais pas faire de pub pour qui que ce soit, mais ce que j'attends, c'est que quand ça tombe en panne, ce soit réparé, ce soit clair et que le service soit là. Pas juste être balancé sur un serveur vocal,
être balancé sur un service qui est fermé ou avoir des interlocuteurs qui ne me comprennent même pas. Donc si vous voulez vraiment mesurer l'impact et transformer vos centres en centres de croissance, travaillez déjà sur vos produits et travaillez sur la réputation de vos produits et de votre marque. Les téléconseillers, eux, sont impactés. Ils ont le client au téléphone, ils savent ce qui se passe, ils connaissent les problèmes et ils peuvent les remonter dans un cercle vertueux aux responsables produits, les gens qu'on ne voit jamais. Et puis, l'amélioration de la marque, elle se fait également comment ? Ce qui nous impacte, c'est les réseaux sociaux. C'est tous ces petits commentaires qui vont être déversés sur Google, sur Twitter, et qui vont être ou favorables ou défavorables. Alors, juste une seconde, parce que moi j'ai l'habitude de parler longtemps et souvent, 12h12. Une minute, Jamil. Une minute, merci. Et le dernier point, c'est la coopération. S'assurer que la montée en compétences des employés se fasse avec des solutions vertueuses, parce que lorsqu'on met à disposition des téléconseillers des solutions vertueuses, on s'aperçoit également qu'on facilite leur travail. Le monde de demain, qu'est-ce que c'est ? Un téléconseiller reçoit un appel de Eric. Eric a un problème avec son aspirateur. Allez, je vais donner une marque, d'accord ? On est là aussi pour parler des marques. Moi, il y a des marques que j'aime bien. Donnons Dyson. Est-ce que quelqu'un a déjà fait réparer dans son aspirateur Dyson dans la pièce ? Moi. Vous aussi, madame ? Je trouve qu'ils sont forts, Dyson. Je trouve qu'ils sont très forts. Je les appelle, je tombe sur quelqu'un de clair, net, précis, qui diagnostique la panne en quelques minutes et qui me dit « Monsieur, pour la modique somme de 33,50 €, je vous envoie une batterie neuve sur un produit qui n'est plus en garantie. » Et qui fait ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, on vous dit « On ne répare pas. Vous mettez à la poubelle et vous en prenez un autre. » Eux, ils sont forts. Ils me réparent mon aspirateur à un prix modique. Et Eric, quand il appelle, il est simplement client. Le téléconseiller en face, il a une intelligence artificielle qui sait que c'est Eric qui appelle, qui sait qu'il a acheté le V8. Il appelle pour un problème. En temps réel, l'interface du téléconseiller enregistre la conversation et dit « Eric, avec tout ce qu'il vient de dire, on a le choix entre la pièce A, la pièce B, la pièce C. On va scorer ça, c'est sûrement la pièce A qui est défectueuse. Et Eric peut recevoir sa pièce en 24 heures chez lui pour réparer son aspirateur. Le téléconseiller, lui, il est aidé par une intelligence artificielle qui a pris cette conversation et qui l'a transformée avec des données poussées à l'écran, pertinentes pour apporter de la clarté et de la précision. Ça aussi, ça apporte énormément de croissance, le choix des solutions d'intelligence artificielle dans les solutions que vous allez mettre dans les mains de vos téléconseillers. Et on parle d'agents augmentés, de téléconseillers augmentés. Les téléconseillers en tant que génération de profit, en tant que générateur de profit, je vous laisserai les slides, vous aurez le contenu, vous pourrez les télécharger. Je vais plutôt couper et passer la main à Frédéric. Frédéric qui va nous faire le témoignage et présenter nos deux partenaires. Frédéric Habert, pardon. Merci à Jamil Laban, donc, qui ne s'est pas vraiment présenté, mais c'est le capitaine de l'équipe France de Talkdesk qui a démarré tout seul il y a 15 mois et qui aujourd'hui est à la tête d'une équipe de 17 personnes dont je fais partie. Et moi, je fête mon anniversaire chez Talkdesk en plein stratégie client. Je suis vraiment le plus heureux des hommes. Et j'ai la charge d'animer le réseau de partenaires de Talkdesk. Alors au tout début, animer, c'était assez simple parce qu'il n'y avait pas grand monde. On est aujourd'hui fiers d'avoir plus de 15 partenaires dans l'écosystème Talkdesk France. Certains d'entre eux, tels qu'Asemis, que je vais présenter dans quelques minutes, rayonnent sur d'autres pays que la France, hein, entre autres la Belgique et le Luxembourg, où j'ai mon homologue qui fait le même travail que moi de l'autre côté de la frontière. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Asemis avec Frédéric Mitev, qui est directeur du pôle CRM chez Asemis. Asemis est un cabinet de conseil et de formation dans la transformation par l'expérience client. Je les laisserai présenter ce qui se cache derrière ce slogan. Pourquoi ce slogan ?
Éric Dauteloup, qui est directeur de tout ce qui est consulting chez Acemis, et avec lequel nous avons fait une très belle implémentation sur un très beau logo qu'ils vous présenteront dans quelques instants, qui est Secours Catholique. Et je présente mon deuxième partenaire, un des plus actifs aussi avec Acemis. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont sur scène, c'est que ce sont les deux partenaires qui ont le plus contribué à Talkdesk France au cours des 12 derniers mois, en apportant des logos, en apportant beaucoup de leads très bien qualifiés. Evo Mugno, en la personne de Johan Lecornet, son CEO cofondateur. Evo Mugno est un partenaire Salesforce de la première heure, beaucoup d'anciens de chez Salesforce chez eux, très grosse expertise et très grosse capacité à s'investir dans le meilleur des deux mondes. Donc ils ont pris le monde Salesforce et ils ont pris le monde Talkdesk et ils ont dit mais là on a quasiment la cartographie à 360 degrés de la plus belle expérience client qu'on va pouvoir délivrer. Et ils sont devenus aussi clients. Ils ont déjà été partenaires. Puis après ils se sont dit mais il est bien ce produit, pourquoi on ne l'utilise pas nous-mêmes? Donc aujourd'hui Evo Mugno est à la fois un partenaire et un client final de Talkdesk. Il vous présentera un de nos premiers cas clients vendus en France sous mon règne, on va dire, sous le règne du Regional Channel Manager Frédéric Habert. J'étais pas peu fier de le signer très rapidement. On a fait un très beau deal sur une petite société qui s'appelle EcoPro Énergie. Malheureusement, le CEO d'EcoPro Énergie, vu le contexte en ce moment qui se passe un petit peu à l'est de chez nous, toutes les sociétés qui travaillent de près ou de loin dans le secteur de l'énergie sont mises à mal en ce moment. Donc, il s'excuse auprès de nous. Donc, c'est Johan qui va retranscrire le besoin d'EcoPro Énergie et expliquer pourquoi et comment nous avons fait un win-back en 2 semaines sur un client qui avait déjà une solution de call center qui était plutôt bien et éprouvée. Mais on a pu apporter beaucoup plus et très rapidement avec Talkdesk. Donc, je passe de suite la parole à Frédéric Mitève et je laisse présenter sa société. Bonjour à tous. En 2 mots, Acemis, nous sommes un cabinet de conseil donc spécialisé dans la transformation par l'expérience client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on redesign les parcours de vos clients. Les parcours de clients pour nous, c'est je réclame, j'achète, j'ai besoin d'aide, j'ai un sinistre, je souscris un produit. C'est un parcours et on raconte tout ce qui arrive aux clients sur tous les canaux omnicanal, et on redesign ce parcours et ensuite il faut mettre en place des solutions pour que ce parcours devienne une réalité. Ça peut être des changements d'organisation, de communication, d'outils. Et sur les outils, on intervient sur tout le poste de travail du téléconseiller. Je ne sais pas si vous savez qu'un téléconseiller en moyenne, combien d'outils il a devant lui. On a fait une petite enquête, au moins une dizaine. Entre un ERP, un CRM, parfois plusieurs outils pour différents canaux, un outil pour les mails, un autre pour la voix, des outils décisionnels, des outils pour suivre les transports, les logisticiens, les livraisons. Et donc on travaille aussi sur la simplification du parcours. Et là, on aide nos clients à choisir les bons outils pour faire ça, et dont Talkdesk qui permet d'avoir une vision qui peut déjà remplacer plusieurs outils de gestion des flux multicanal. Voilà en 2 mots qui nous sommes, et je passe la parole à Eric qui nous a rejoint et qui va vous présenter le cas secours et d'autres aspects. Oui, bonjour à tous, Éric Dauteloup, donc je suis directeur en charge du pôle service client. On aurait dû être là aussi avec notre cliente Marie-Carmen Carl, qui est la directrice adjointe en charge de la générosité et de la communication. Ah oui, ok, merci. Du secours catholique, et bon, il y a une petite contrainte pratique qui fait qu'elle ne pouvait pas être là. Les mots que Jamil a présentés sur la valeur ajoutée des services clients, c'est un sujet qu'on travaille chez Acemis depuis longtemps. Pour nous, le service client et les conseillers viennent là. C'est vrai que les conseillers sont de plus en plus augmentés par la technologie, mais les conseillers, quelque part, augmentent aussi la valeur de la relation qu'on fait avec nos clients. Et chez Acemis, c'est un sujet au cœur des problématiques qu'on traite avec nos clients. Réfléchir à quelle articulation on a entre tous nos canaux, les interfaces qu'on met à disposition. La place du digital transforme fondamentalement ce qui se passe dans la relation client. Donc on aide nos clients à réinventer leur écosystème autour de ce qu'ils proposent à leurs clients pour faire vivre une expérience différenciante. Voilà, on travaille sur différents sujets d'articulation, d'organisation des métiers, d'organisation des processus et des canaux et des outils, etc. Et donc, sur un sujet précis que je vais vous présenter là, on travaille avec le Secours catholique depuis longtemps. C'est un partenaire historique pour nous sur des sujets qui sont au cœur de leur transformation, et notamment sur un programme qui s'appelle
TADAF, tous acteurs et donateurs, pardon. On a un vrai enjeu de transformer la façon dont on gère à la fois les bénévoles et les donateurs, qui sont tous ceux qui finalement permettent au Secours catholique de faire leur action auprès des personnes qu'on cherche à accompagner, qui sont dans le besoin. Et donc ce programme est un très gros sujet de transformation au sein des équipes. Le Secours catholique, c'est comme tout l'associatif, c'est des modèles assez particuliers parce que il y a un certain nombre de salariés. Les équipes ne sont pas très nombreuses. On est sur 600, 700 personnes réparties sur toute la France. Et par contre, on est sur 60 000 bénévoles. Et donc, c'est à la fois très large et très diffus. Et donc, ça pose des questions de gestion opérationnelle, de fonctionnement au quotidien. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des sujets évidemment de fidélisation, d'optimisation du fonctionnement, d'optimisation de la relation avec les bénévoles, d'optimisation de la gestion des dons. C'est les dons qu'on est tous potentiellement amenés à faire qui aident l'organisation à avoir une action efficace partout en France et dans le monde entier. Et voilà, je fais un peu de pub pour eux quand même au passage. Et donc ce programme, il est là pour travailler ensemble, travailler mieux, partager la connaissance des bénévoles, mieux partager la connaissance des donateurs aussi, et mieux travailler en réseau. Et dans ce cadre-là, bon, c'est un programme très large qui est aussi passé par des choix d'organisation, des choix de technologie, la mise en place d'un CRM. Vous avez parlé de Salesforce. Voilà, il y a des solutions qui sont en cours aussi. J'en profite, Eric, pour t'interrompre 2 secondes. Ce choix n'est pas anodin et il contribue aussi, en quelque sorte, au choix aussi de Talkdesk. Oui, on va y revenir effectivement. Après, ça a joué dans les critères qui nous ont amenés à trouver la bonne solution. Alors, dans le cadre du projet, on a été amené à repenser la relation autour de cette gestion des dons. Et donc, on a cherché une solution performante pour gérer un support qui est un support autour de cette relation donateur et avec un modèle très simple. Hein. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement développé autour de l'IA et autour de processus complexes et d'automatisation. On est sur quelque chose de très simple. Mais justement, pour répondre et pour correspondre au fonctionnement au quotidien du secours, avec des équipes en interne qui ne sont pas forcément très nombreuses pour gérer tout ce qu'elles ont à faire sur l'ensemble des actions, il nous fallait une solution simple. Je parle de la gestion des appels téléphoniques. Pour le coup, on a cherché une solution simple qui pouvait répondre à l'organisation à la fois des compétences des personnes qui sont en charge, en capacité de répondre et d'apporter une solution aux personnes qui appellent, et puis aussi compatible avec les modes d'organisation interne, notamment au niveau de la DSI, etc. Et puis on a cherché une solution qui était capable d'être déployée rapidement et dans cette logique d'évolutivité, pouvoir avancer sur des premiers pas et puis étendre progressivement sur d'autres domaines, d'autres périmètres, etc. Bon, vous voyez sur le schéma, je ne sais pas si le schéma est très clair, mais c'est quelque chose disons de simple, robuste et de bon goût, où on a des appels entrants qui vont pouvoir être acheminés, qui vont pouvoir être gérés en fonction des situations, si on est sur du hors horaire ou sur du pendant les horaires d'ouverture. En fonction des moments d'ouverture, c'est pas les mêmes personnes qui gèrent. Je pense que vous connaissez tout ça, avec des fois des services qui font du débordement, du HNO, etc. Et voilà, et pouvoir enchaîner vers le bon expert. Et comme sur l'exemple de Jamil et de ses aspirateurs, à un moment donné, on a des questions qu'on appelle en support. On sait qu'il est difficile d'avoir toujours la bonne réponse dès le début. Et on a parfois besoin de faire appel à des experts qui vont être des experts techniques, des experts métiers, etc. Et donc cette articulation-là, elle est importante. Et pour rebondir sur ce que tu posais comme question, Frédéric, ce qui nous a guidés vers le choix de Talkdesk, ça a été de trouver justement cette capacité à répondre rapidement. On a fait le premier pas du projet s'est fait en quelques semaines. En 5 ou 6 semaines, le projet a été déployé. Comme je vous le disais, c'était un besoin très simple, mais en tout cas, la solution, elle nous a accompagnés, elle nous a rassurés sur le fait de faire ce projet très simple de manière simple, ce qui n'est pas toujours le cas.
on a vu des choses assez particulières des fois, tous. Hein. Donc, mettre en place cette solution-là rapidement. Et puis aussi, ce qui nous a intéressé tout de suite, c'était le côté connecteur avec Salesforce. Nous, on a fait le choix d'utiliser Salesforce, qui est utilisé globalement. On a fait le choix de l'utiliser aussi pour la gestion des incidents, la gestion du support. Et au passage, Talkdesk nous a dit si vous utilisez Salesforce, nous, c'est natif. Et directement, on va pouvoir entrer les demandes directement, nativement dans Salesforce. Par exemple, nous, on avait prévu que quand c'est en hors horaire, on tombe sur une messagerie vocale. Et en fait, on nous a dit, non, mais on peut faire mieux. Et on peut directement le mettre en lien qui va générer un petit message audio qui est attaché à un cas qui se crée dans Salesforce. Des choses qui sont toutes simples, mais... Nous, avec Fred, avec mon Fred à moi, on est souvent prudent sur les solutions technologiques. On cherche des projets qui apportent du sens d'un point de vue métier, et on se dit, ok, la technologie est importante, mais il faut la laisser à sa place, et on ne va pas notamment prendre des risques sur des phases de projet. On va déjà faire des choses qui marchent facilement, simplement, et on fera gaffe aux promesses des éditeurs. On verra après. Et là, ils nous ont dit, ok, non, mais t'inquiète pas, on le fait et ça marche directement. Et donc là, on a fait le choix de les croire. Et nativement, ça s'est fait, et ça fait que notre service client, par téléphone, il est directement intégré aussi au canal email et au canal digital qu'on passe directement dans Salesforce. Est-ce qu'on a respecté les 30 secondes d'intégration de Talkdesk dans Salesforce, tel qu'on le présente souvent sur nos slides? Oui, je crois qu'en vrai, ça n'a pas été un sujet. Donc, c'est promesse tenue, en tout cas. Merci. Voilà un petit peu les points clés de ce qu'on voulait partager là-dessus. En tout cas, juste peut-être un rebond, le sujet que vous évoquiez sur les services clients, cette logique de valeur ajoutée sur les clients, c'est quelque chose auquel on est tout à fait sensible. Pour nous, il y a une vraie valeur ajoutée de cette relation humaine qui vient en complément de la relation plus automatique, digitale, qu'on voit partout. Et en tout cas, c'est un vrai sujet de travail dans toutes les entreprises qu'on accompagne aussi. Et je voulais compléter juste un point, c'est que, je ne sais pas si vous savez le nombre de modalités de dons qu'il y a au secours, mais aujourd'hui, il y a 22 façons de faire un don au secours sur des supports humains ou digitaux. Et on a une conviction chez ACMIS, plus de digital, c'est plus d'humain. Plus les donateurs vont utiliser des moyens digitaux et pour se débrouiller tout seuls, pour faire un don, alors les legs, pas complètement, mais en partie, plus quand ils vont appeler pour parler à un humain, ils vont avoir des questions plus compliquées, ils vont avoir besoin de support, puisque dans le digital, ils auront déjà trouvé un certain nombre d'informations. Donc plus de digital, plus d'humain, ça veut dire un téléconseiller qui a les outils et les informations pour traiter des questions plus complexes avec des donateurs qui sont plus en attente. Et ça, c'est important dans ce projet pour le faire. Et le deuxième point que je voulais ajouter par rapport à l'intégration à Salesforce, c'est que dans Salesforce, nativement, on a tous les indicateurs gérés par Talkdesk en termes de nombre d'appels reçus, aboutis, les motifs d'appel. Et aujourd'hui, au secours, on manquait de statistiques sur qui appelle, pour quel motif. Grâce à Talkdesk et dans Salesforce, on aura tous ces indicateurs par lesquels on va apprendre de plus en plus qui appelle, pour quelles raisons. Et tout ça, ça va faire évoluer le secours dans la gestion des flux pour s'adapter à cette connaissance un peu plus approfondie des flux, sur qui appelle, pour quel motif. Et ça évolue tout le temps avec toutes les nouvelles modalités de dons qui sont innovantes et que propose le secours. Voilà. J'en profite peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis sur les modalités de dons pour le secours. Vous savez qu'il y a une campagne en cours autour de l'Ukraine et il y a un contexte international très particulier. Et donc là, si certains sont motivés, vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook, sur le site, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Merci à tous les deux. J'allais prendre justement la main sur cette partie. On ne peut pas parler du secours catholique en ce moment juste pour faire un cas client. Effectivement, c'était très bien de pouvoir rebondir sur cet aspect lié à l'actualité. Et la dernière phrase de Frédéric, qui aurait pu être presque la conclusion de cette intervention, c'est « on a réconcilié le meilleur des deux mondes ». C'est-à-dire l'humain et le digital ne s'opposent pas, surtout pas.
Et là, c'est un très bel exemple. C'est qu'effectivement, plus on va mettre d'outils digitaux à la disposition des clients, des prospects, de ceux qui interviennent vers la marque ou vers l'organisation, plus effectivement, on va monter d'un cran dans la pyramide de la complexité, de la démarche et de la requête. Donc c'est vraiment un cas parfait. Et parler d'humain chez Secours catholique, c'est quand même la pierre angulaire. Donc c'est magnifique pour nous d'avoir pu faire cette expérience avec vous et d'avoir un client qui est non seulement heureux, mais qui a pu utiliser très rapidement la solution, non seulement grâce à notre technologie, mais aussi grâce à l'expertise des équipes d'Assimis. Donc on a vraiment une très grande fierté à avoir Assimis à nos côtés aujourd'hui sur tous nos projets. Merci à tous les deux. Merci. Et merci à Secours catholique. On sait que leur œuvre est quand même conséquente aujourd'hui dans notre pays. Je passe la main de suite à Johan et Evo Mugno. Merci, enchanté tout le monde. Donc Johan Le Cornet, je suis le président fondateur d'Evo Mugno. On est donc une société de services basée à Paris et on accompagne justement dans le CRM et en l'occurrence Salesforce dans l'intégration pour les clients ou les nouveaux clients de cette solution et tout ce qui peut graviter autour de Salesforce, donc la téléphonie, en l'occurrence Talkdesk. Ça peut être aussi des solutions de paiement, des solutions d'emailing, etc. On est basé donc par une dizaine de collaborateurs et on est nous-mêmes clients, et j'y reviendrai un petit peu après sur la solution auquel on l'utilise de fond en comble pour justement répondre à nos besoins clients. Dans le cas d'EcoPro, ils avaient un besoin en fait, c'était d'utiliser la brique High Velocity Sales de Salesforce, qui sont donc les cadences de vente, et auquel il y avait besoin donc derrière d'avoir un CTI qui puisse suivre cette demande et permettre de bien prendre en compte l'ensemble des scripts, enfin tout le cheminement d'appel qui est propre à l'entreprise dessus. Et donc avec l'intégration native qu'il y a entre justement Salesforce et la partie Talkdesk, ça a permis de mettre ça en œuvre très simplement et rapidement avec les différents scénarios auxquels les commerciaux ou les personnes, les agents qui font les appels en cadence, ça leur permet de dérouler leur journée sans se poser des questions en disant est-ce que j'ai bien quitté l'appel, lancé l'appel, etc. Donc grâce à ces deux intégrations natives, ça leur a permis justement de répondre à ce besoin qu'ils avaient, de réconcilier cette partie cadence d'appel avec la solution de téléphonie, associée. Et aujourd'hui, ils l'utilisent au quotidien et ça s'est mis en place très rapidement, très simplement, en même pas quelques semaines, même la migration entre l'ancien outil de CTI et le nouvel outil, donc qui est Talkdesk dessus avec l'intégration Salesforce sur ça. Et nous concernant, alors pour montrer à quel point on peut aller très loin, et nous-mêmes, on est, comme on dit souvent, notre propre client et on l'utilise vraiment de fond en comble. Grâce à une intégration native, on peut aller capturer les informations qu'on a dans la plateforme Salesforce pour faire des arbres un peu plus intelligents. On en parlait tout à l'heure de l'intelligence dans la partie de la téléphonie du CTI. Et par exemple, chez nous, on va interroger est-ce qu'il y a un dossier commercial en cours, est-ce qu'il y a un ticket d'incident technique, est-ce qu'il y a une facture en impayé ou quoi que ce soit, pour rediriger auprès de la bonne personne chez nous en interne et traiter la demande sans que le client fasse la moindre action, ce qui est assez pratique. Voilà, on a pensé à des scénarios. Si jamais il y a un dossier commercial en cours et qu'il n'y a pas d'autres dossiers, on l'envoie directement au service commercial et tout ça grâce à l'échange d'informations entre les deux plateformes en quasi temps réel et sans faire, je vais dire, du code ou des choses compliquées. Voilà, on a accès vraiment à une interface simple auquel on crée son arbre et ce qui est assez innovant et assez intuitif. Et qui ouvre après à plein d'autres scénarios. Il y a aussi plein d'intégrations et nous-mêmes, on a un peu une règle d'or en interne chez nous où quand un appel est abandonné, on essaye systématiquement de le rappeler dans la journée pour ne pas laisser justement des clients qui auraient essayé de nous joindre et auxquels ils n'ont pas pu nous avoir. Et tout ça grâce aussi à l'intégration qu'il peut y avoir avec Slack et auquel ça alerte dans un channel et auquel notre équipe y a accès et peut justement derrière rappeler la personne. Il y a le numéro, le nom qui s'affiche et comme ça évite de laisser des appels sur le bas-côté. Donc voilà, une solution vraiment très simple qui serait le meilleur des deux mondes, pour reprendre cette phrase, et qui résume très bien les choses. La plateforme Salesforce avec la plateforme Talkdesk, on peut aller vraiment très très loin, même en termes de reporting. Et c'est ça aussi, les clients, ils apprécient de pouvoir piloter leur activité. Un autre exemple, et même le cas, c'est de pouvoir bien mettre le nombre de personnes selon les plages horaires, parce qu'il y a des fois des appels pendant certaines plages. Grâce aux données qui remontent entre justement Talkdesk dans Salesforce pour faire des tableaux de bord du reporting, ça permet aux personnes et aux managers de prévoir le bon nombre de personnes pour couvrir cette plage horaire, parce qu'on sait qu'il y a toujours des pics d'appels pendant telle ou telle période. Donc voilà, donc c'est vraiment le deux mondes réconciliés pour fournir en fait le meilleur service auprès de ses clients et une solution qui tous les jours nous permet d'en découvrir de nouvelles facettes et de penser autrement en remettant en fait le client au centre de tout.
Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire une implémentation de Talkdesk dans un univers complètement différent de celui de l'énergie, donc dans le secteur de l'assurance, c'est ça? Exactement, tout à fait. On a un autre client auquel le déploiement est en cours, qui est dans le secteur des assurances pour les animaux, et qui, pareil, du fait de la solution et de la forte intégration, a fait le choix pour qu'on parte sur justement Talkdesk, et c'est en cours d'implémentation pour répondre à son cas d'usage et toujours fournir derrière la meilleure satisfaction auprès de ses clients. Et on retrouve toujours les mêmes critères, simplicité, facilité, adoption très rapide et un déploiement qui, dans la foulée, se passe en quoi, 2 semaines, 3 semaines maximum? Ouais, ça va vraiment très très vite. Et oui, pour répondre, les besoins qu'on retrouve et les points d'attention, c'est une simplicité d'utilisation auquel demain le client, même lui-même tout seul, peut changer les paramètres, changer la configuration, sans faire appel à quelqu'un d'hyper technique, et la forte intégration entre 2 plateformes pour justement échanger les données. Et comme on dit, en général, on a une plateforme comme un CRM, on centralise pas mal d'informations, et aujourd'hui capitaliser dessus pour que demain la téléphonie ait un peu ce système intelligent. Donc c'est ce qu'aujourd'hui les gens recherchent. Tout à fait. Ok, merci. Alors, pas de confusion, hein, on a 2 témoignages dans des univers Salesforce. Plus de la moitié de nos 2150 clients dans le monde sont des clients Salesforce. La raison est très très simple. Quand nous sommes nés Talkdesk il y a une grosse dizaine d'années, bientôt 11 ans, on a fêté nos 10 ans l'an dernier, notre CEO Thiago Piava a gagné un hackathon, était le vainqueur d'un hackathon. Dans le jury, il y avait Salesforce, et Salesforce a été l'un des premiers actionnaires historiques et continue à être actionnaire de l'entreprise. Donc c'est pas non plus complètement anodin. On a traversé très très vite, Thiago Piava a traversé très très vite l'Atlantique pour aller s'installer dans les locaux de Salesforce à San Francisco pour démarrer l'activité de Talkdesk, parce qu'on lui a fait comprendre que s'il voulait que sa boîte décolle, il fallait passer par les États-Unis et par la côte ouest. Il se trouve quand même qu'aujourd'hui, Thiago est très 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 conscient de ses racines, et nous avons aujourd'hui plus de 600 personnes en termes de R&D qui sont au Portugal, entre Porto et Lisbonne. Donc on garde quand même un cœur qui bat dans la vieille Europe. C'est important de le garder. Et en dépit du fait que nous avons plus de 50% de nos clients qui sont aussi des clients Salesforce, nous avons quand même ouvert le débat sur d'autres environnements CRM. Aujourd'hui, nous avons les mêmes activités et à peu près le même niveau de connecteurs et d'intégration avec le monde Microsoft. Acemis fait aussi beaucoup de déploiements et de conseils dans l'univers Microsoft. Donc Microsoft Dynamics 365, c'est un des connecteurs qui est disponible chez nous et qui apporte le même niveau de facilité. On va trouver Teams, puisqu'aujourd'hui, on fait un constat sur le marché, c'est que le monde du UC et du CC se réconcilie surtout sur des segments d'entreprise que sont les PME et les ETI. Et donc volontairement, ces clients-là ne veulent plus avoir affaire à 2 univers, 2 plateformes différentes, et nous demandent à nous, les éditeurs, de réconcilier ces 2 mondes. Ah, je pensais que tu allais faire M. Loyal pour les questions-réponses. Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, mes compétences technologiques et fonctionnelles. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour adresser une question en la posant directement à Evo Munion ou à Acemis? Une question sur le projet, de la profondeur dans ce qui a été implémenté. A-t-on résolu l'équation aujourd'hui de vous laisser partir de cette salle en ayant laissé dans vos esprits des messages clairs et limpides? Est-ce qu'on a réussi? Qui ne dit mot consent? Est-ce qu'il y a des interrogations que vous souhaitez nous faire part? Madame a levé la main. Oui, bonjour, Charline Anaruma de Ciara. Plutôt une question, une réflexion après vos commentaires. On parlait de la valorisation de l'expérience client. Donc, avec vos projets, vous transformez un centre de contact et vous mettez de la valeur dans chaque interaction. Ma question, c'est comment vous assurez que ces interactions restent valorisées tout au long de la vie de la solution, depuis le début du projet jusqu'à... comment vous testez, vous assurez que tout reste toujours de qualité. Voilà, comment vous mesurez? Alors, sur le sujet de la mesure et la mesure des résultats est toujours un sujet compliqué. Est-ce qu'on veut un ROI? Comment on veut le mesurer, etc. Je crois que, en tout cas, nous, la façon dont on fait les projets chez Acemis, on essaie de mener nos projets par rapport à une intention, par rapport à
un objectif de transformation. Frédéric le rappelait, on travaille sur la transformation par l'expérience client. Si on se fixe un cap d'améliorer ce qu'on fait vivre à nos clients, derrière, on essaie de regarder, est-ce que ça, pour nous, c'est une clé de lecture qu'on utilise un peu sur toute la durée du projet. Et donc, le projet n'est pas réussi s'il est techniquement déployé. Et pour nous, le projet il est réussi si les équipes se sont appropriées les choses et si, pour eux, ça change quelque chose et si, en définitive, le client qui est en face, il ressent quelque chose de différent. Et donc, ça passe par plein de choses. Là, on a présenté un sujet autour d'une technologie. Nous, on va travailler, par exemple, sur la culture client et sur comment embarquer des choses qui sont particulièrement complexes, et c'est pas nos clients qui diraient le contraire, sur comment est-ce qu'on crée quelque chose de différent et comment on matérialise dans la durée un ressenti du customer centric qui est très à la mode, mais en vrai c'est pas si facile à vivre. Donc comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on crée cette préférence dans la durée? Comment est-ce qu'on garantit une cohérence sur les parcours clients? Comment est-ce qu'on aide nos collaborateurs à être des vrais ambassadeurs et des promoteurs de la marque? Tout à l'heure, Jamil, tu parlais du sujet hautement complexe de la responsabilité sociale des entreprises. Et là, avec un de nos autres clients, on travaille sur une réflexion sur la vision stratégique de qu'est-ce que je veux faire de ma relation client. Et un des sujets, c'est c'est un grand groupe. Comment est-ce qu'on embarque cette vision de l'entreprise a dans son ambition une promesse autour de l'éthique, du socialement responsable, etc. Quelle place on donne à la relation client sur ces sujets-là? Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre sur faire de nos collaborateurs des ambassadeurs? Donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on aide le client à être durablement responsable, par exemple? Voilà, c'est des sujets sur lesquels nous, on aime bien se positionner. Il n'y a pas forcément une réponse unique, mais en tout cas, nous, la façon de guider le projet par le sens et l'ambition est sûrement un moyen d'essayer d'y arriver. Fred, je complète rapidement. À la base de nos travaux, il y a les parcours clients. Et donc, si on a bien fait notre travail sur les parcours clients, c'est assez facile d'en déduire des indicateurs. Jamil a parlé de NPS. Bon, c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup. Mais une fois qu'on a designé les parcours, on va vérifier que le parcours, il est réellement réalisé. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent on a déjà fait nos parcours. Quand on regarde la réalité, les parcours ne sont pas... il y a ce qui est sur le papier et dans la réalité, ce n'est pas le cas. Je donne un exemple pour un assureur. Il annonçait sur son site qu'il traitait les déclarations de sinistre en 3 jours. En fait, quand on a mesuré le parcours, c'était au moins 20 jours. Parce que 3 jours, c'est à partir du moment où le service qui gère les déclarations de sinistre reçoit la déclaration et donne sa réponse, c'est 3 jours. Mais le client a déjà envoyé sa déclaration avant, elle est passée par un service de numérisation, elle est passée par un autre service. Et il y avait un décalage entre la réalité du parcours vu par le client et ce qui se passait, et ce qui était communiqué sur le site. Donc nous, à la base, on design les parcours, on en déduit des indicateurs dont certains sont ceux que Jamil a cités. Et grâce à ces indicateurs, on vérifie que le parcours qu'on a designé est vraiment mis en place ou pas. On a un autre exemple pour un fournisseur d'énergie, je ne vais pas le citer, mais où vraiment il y avait un écart assez substantiel entre le parcours tel qu'il pensait se passer et le parcours qui était réalisé par les clients. On insiste aussi sur l'écoute client quand même aussi, c'est-à-dire à la fin des Talkdesk permet de le faire, mais d'avoir du feedback et d'écouter les clients sur comment eux ils perçoivent, ils ressentent un peu les interactions pour adapter en permanence les parcours. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir des gens qui sont là pour piloter, mesurer, vérifier, écouter les clients pour en permanence faire évoluer les parcours. Merci de votre réponse et j'aimerais bien qu'on continue la conversation sur l'observation, la mesure du parcours client, la différence entre la customer experience telle qu'on la pense, qu'on la prévoit et telle qu'elle est vraiment perçue par le client. Donc venez me voir au stand. Tout à l'heure. Je me permets juste un dernier point, c'est la data quand même, parce qu'on a ajouté ça à notre corde pendant pas mal d'années. On utilisait moyennement la data, pour être honnête. On a vraiment complété, parce que maintenant, par la data, on arrive beaucoup plus à savoir par où passe le client, pas uniquement sur les points digitaux, mais aussi sur les points humains. Et donc, maintenant, on a vraiment complété notre dispositif par l'analyse de la data. Et sur ce point-là, l'exemple de Johan que tu citais sur des parcours qu'on fait vivre aux clients, y compris sur le service client, en intégrant des données, c'est ce
qu'on cherche un peu tous à faire avec un routage intelligent, si on peut dire, enfin, en tout cas le plus pertinent possible pour le client, ce qui est à la fois bien pour le client et en même temps ça a du sens pour l'entreprise, parce qu'on sait bien que faire des sauts à l'intérieur de l'entreprise, voire perdre le client au passage, c'est jamais bon, et en plus ça coûte très cher. Et en plus, si on a des trucs externalisés et des différences entre les services internes et externes, ça complique encore la donne. Donc là, le faire directement bien dès le début, c'est des très beaux use cases. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous relâche pour aller manger? Non. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Eric, Frédéric Bis, Johan, merci beaucoup. Super intervention ce matin. Ce qu'on dit toujours, c'est que mieux vaut laisser parler les gens qui ont vraiment suivi la relation client et qui sont au cœur du sujet. Et c'est pour ça qu'on vous fait intervenir ce matin. Merci encore, merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Merci à vous tous.